Ah, le monstre de la Caspienne est arrivé. Courez! Quoi de mieux après 2 heures de conduite, 2 heures et demie et un long embouteillage que de prendre un délicieux bain dans les eaux de la Caspienne. De plus, jusqu'à récemment, j'ai eu la précieuse compagnie de quelques vaches qui sont déjà parties sur une plage pratiquement déserte. Très jolie pour être honnête, mais laissez-moi vous présenter le véritable monstre de la Caspienne. Dans les années 60, durant la guerre froide, des satellites espions américains ont repéré sur la base de Kaspisk, en mer Caspienne, un objet qui a tout de suite attiré leur attention. Il pouvait se déplacer sur l'eau à grande vitesse, et bien qu'il ressemblât à un avion, il avait des ailes trop courtes pour pouvoir voler. Il s'agissait d'un écranoplan de dimension colossale, un véhicule conçu par les ingénieurs soviétiques qui reposait sur l'effet de sol, un phénomène aérodynamique qui génère une augmentation de la portance lorsqu'un avion vole à grande vitesse près de la surface. Ce prototype mesurait 100 mètres de long, 40 d'envergure et possédait 10 moteurs atteignant 500 km par heure. Son apparence et son emplacement ont conduit les analystes du renseignement américain à le surnommer le monstre de la mer Caspienne. L'objectif de l'écranoplane était de transporter des charges et des troupes rapidement, sans être détecté par les radars de l'époque grâce à son vol à basse altitude, et il était également équipé de missiles de croisière pour attaquer les porte-avions et d'autres navires ennemis. Bien que son design soit imposant, il n'a jamais été produit en série ni utilisé en combat réel. Après plusieurs prototypes Loon réussis, le déclin de l'Union soviétique et la mort de son ingénieur ont conduit à la fermeture du programme. Des années plus tard, il échoua sur les plages de la mer Caspienne, au Daghestan, et pourrit jusqu'à sa récente restauration et réaffectation. Voici le monstre de la Caspienne. Il est énorme à la première impression, même si tout est maintenant clôturé et bien arrangé, ou du moins en cours de restauration, ça impressionne, je ne vais pas vous mentir. Les propulseurs de chaque côté, les ailes, les ailerons, les lance-torpilles, en plus de sa taille impressionnante et gigantesque, tout cela ensemble le rend spectaculaire à voir. Ici en haut, là, dans le milieu, là où commence la passerelle qu'ils ont construite pour prendre des photos avec l'écranoplane en arrière-plan, vous pouvez voir qu'ils ont même installé des gradins, une immense esplanade où ils ont placé là-bas un hélicoptère et ici différents chasseurs que, jusqu'à il y a quelques instants, lorsque je suis passé par ici, les ouvriers étaient en train de réparer. Tout comme avec l'écranoplane, c'est hallucinant la baraque qu'ils sont en train de monter. Ici, il y a ce parc ainsi qu'un parc pour enfants sur le thème militaire, avec un avion de chasse et ce qui semble être un sous-marin. Ensuite, des boutiques de souvenirs. Des bungalows, des campings. Il semble qu'ils vont ouvrir un musée ici sous la passerelle, des restaurants, en somme un parc à thème pour attirer le tourisme. Rien à voir avec l'apparence d'il y a quelques années ou même il y a quelques mois, quand ils ont commencé à construire. Tout cela alors que ce morceau de monstre était échoué sur la côte, sans rien d'autre autour de lui. Tu es venu comme touriste? Oui, c'est ma première fois au Daghestan. J'ai un ami qui est entraîneur de lutte. Ici, tout le monde est lutteur. Regarde, lui, il était boxeur. Un boxeur raté, Boxeur? mais pas un bon. Cette région s'appelle Yuzhdak, dans le sud du Daghestan. Yustak. Ici, principalement des lesbiens vivent. Des lesbiens. Oui, Ah, ici tout le monde vient aussi des montagnes? tous les villages du Daghestan sont originaires des montagnes. Nos ancêtres vivaient tous à la montagne. Ensuite, petit à petit, ils sont descendus. Je comprends, au 19e siècle, n'est-ce pas? Au 18e et 19e siècle, ils ont commencé à descendre. Je comprends. Et quand tout sera-t-il prêt? C'est la Russie, mon frère. Des mois, des années, on ne sait pas vraiment. C'est ça. Bien sûr, il n'a plus l'air aussi sauvage qu'il y a quelques années. Mais c'est intéressant de voir comment ils lui ont donné une seconde vie. Je suis sûr que lorsque les ingénieurs soviétiques étaient dans leur bureau en train de concevoir une telle bête, ils n'ont jamais imaginé qu'elle finirait échouée sur les plages de la mer Caspienne, et que 30 ans plus tard, elle deviendrait le centre d'une attraction touristique attirant des milliers de personnes. Il y a beaucoup de monde ici, et ce n'était même pas fini. Le complexe, pour l'instant, première étape de notre itinéraire d'aujourd'hui, est terminé, on continue.
Avant de continuer vers les montagnes, je me suis arrêté à la forteresse de Narinkala, à Derbent, la ville côtière de Derbent, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où je viens d'être avec l'écranoplane. Mais il m'a fallu pratiquement 1 heure et demie à cause du trafic, surtout des camions iraniens qui apportent des marchandises jusqu'en Russie. Inscrit au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 2003, c'est une des principales attractions touristiques du Daghestan. Et je peux s'en témoigner, c'est plein de touristes aujourd'hui, la plupart sont russes, je dirais des Russes ethniques slaves. Bien que, selon les archéologues, les établissements dans cette région datent d'avant Jésus-Christ, des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e siècles avant Jésus-Christ, la forteresse n'a été construite qu'au 6e siècle par l'Empire perse. Sassanide, la citadelle de Narinkala fait partie de cette forteresse et d'un complexe défensif dont les murs s'étendaient jusqu'à la rive et avaient une longueur de 3600 mètres. Vous vous demanderez pourquoi cette forteresse a été construite ici. Eh bien, la raison en est que c'était une zone de passage pour de nombreuses civilisations. C'est un territoire charnière entre les continents, le Caucase et cette côte de la mer Caspienne, l'une de ses autoroutes. Traditionnellement, de nombreux commerçants ont traversé ces terres et beaucoup d'empires et de royaumes ont voulu s'en emparer. Au VIe siècle, elle a été construite dans le but de tenir à distance les peuples nomades des steppes. À l'intérieur de la forteresse, on peut trouver différents espaces comme un réservoir d'eau ou une citerne, des bains. Mais ce qui m'attire le plus l'attention, c'est qu'ici a été découverte ce qui est aujourd'hui l'église la plus ancienne de Russie. Une église souterraine découverte par les archéologues grâce à une technologie moderne de numérisation. Depuis le sommet du fort, vous pouvez voir toute Derbent, un endroit clairement stratégique pour tenir à distance tout envahisseur qui voudrait conquérir ces terres. Son importance stratégique était telle qu'en plus de l'Empire perse, elle a également été utilisée par les royaumes du Caucase d'Albanie, les Arabes et les Mongols. Parmi eux, la dynastie timouride, découverte lors de notre visite à Samarcande et Boukhara. Les domaines des héritiers de Timour le Grand s'étendaient jusqu'ici. Ce que nous voyons aujourd'hui est l'une des multiples reconstructions qu'a connue la citadelle, qui est tombée sous domination russe vers le milieu du XIXe siècle lors des guerres du Caucase. C'était une prison souterraine. Il y a 3 ou 4 mètres de hauteur. Regarde, ici tu as la visite de Poutine en 2005. Regardez un peu comment ils étaient armés. Et il est venu plusieurs fois, parce que ça c'est déjà en 2023. Ici vous avez un autre réservoir d'eau. Et ici une fontaine, il buvait sûrement des eaux minérales de la montagne. Ceux-ci sont les bains du Khan, construits au XVIe et XVIIe siècle, réservés aux dirigeants. Ils n'étaient pas mal du tout, hein. Ils sont assez grands, compte tenu du fait qu'ils sont privés. Ils avaient même un sol chauffant, un sol avec chauffage, qu'ils chauffaient avec des tuyaux dans lesquels circulait de l'eau chaude, de l'eau bouillante. C'est comme ça que le sol était chauffé. Bien qu'ils aient été construits pour les Khans de l'Empire ottoman. Je viens d'entendre la guide dire qu'ils n'ont pas duré longtemps, parce que les Perses ont ensuite reconquis l'endroit. Avant de prendre la route vers les montagnes, je veux acheter un peu de poisson, une pastèque et du pain. Alors allons-y. Ça sent déjà le poisson par ici. Regardez, on m'a recommandé le koutoum. Le voici, voyons voir. Oui, à 1000 roubles la pièce. Aussi à 600 roubles, à 900. À 1500 roubles. Vous en avez avec des œufs? Oui, je peux vous en donner. D'accord. J'aimerais qu'il ne soit pas trop salé. Peu salé, d'accord. Ces 1000 roubles, n'est-ce pas? Ceci coûte 1000 roubles. Je peux vous en faire goûter si vous voulez. D'accord, parce que je veux en prendre quelques-uns.
Goûtez, goûtez. C'est bon. C'est peu salé. Pour ceux qui sont trop salés, on voit qu'ils sont blanchâtres. Je comprends. Donnez-moi avec des œufs, celui qui a du ventre. Vous en voulez plus? Oui, donnez-moi 3. Où le pêchez-vous? Ici, c'est du poisson de la rivière Soulac. La rivière Soulac? Oui. Dans le canyon? Non? À l'embouchure. Il y a un village pas très loin d'ici qui s'appelle Soulac. On ne pêche que là-bas. Tout est avec des œufs, comme il a dit. Merci beaucoup. Quels autres poissons locaux avez-vous? J'ai du Jamaïca, c'est très apprécié ici, c'est vraiment délicieux. Jamaïca. 10 pièces coûtent 300 roubles. Puis-je en goûter un peu? Bien sûr, mon cher, je t'en donne tout de suite. Où puis-je jeter ça? Donne-moi. De quelle ethnie êtes-vous? Je suis lesguine. Lesguine. Ici, il y a de nombreuses ethnies. Oui, C'est très bon. c'est délicieux, délicieux. Avec quoi mange-t-on habituellement ce poisson? Je sais que les Russes le prennent souvent avec de la bière. Nous, on le mange avec des pommes de terre. Une couche de poisson, une couche de pommes de terre, et on fait bouillir le tout. Et ça qui est un peu sombre, qu'est-ce que c'est? Oui, celui-là est fumé. Fumé, je comprends. Tenez. Et la monnaie? Non, gardez-la. Vous êtes d'une personne très agréable. Au revoir, merci. Au revoir. Le poisson est prêt, c'est fait. Je n'ai pas acheté de poisson frais, c'est mon choix. Ici, le poisson séché, sec, déshydraté comme on veut l'appeler, est très typique. Cela peut sembler étrange pour nous de manger le poisson ainsi. Je n'ai pas souvent vu cela en Espagne. Mais je ne pouvais pas partir sans en emporter un, parce que c'est vraiment bon. Depuis que je suis ici en Russie, je l'ai goûté. L'important, c'est la préparation, comme vous l'avez vu, qu'il ne soit pas trop salé, et la dame m'a fait goûter et c'était parfait. En plus, le prix est très bon, pour être honnête avec vous, parce que je l'ai vu au supermarché avant, et il coûtait le double, et en plus, il était beaucoup plus petit. Ici, nous avons le pain. Salam alaikum. Donnez-moi un pain, s'il vous plaît. Un seul? Oui, un. 60 roubles. Combien? 60 roubles. Regardez ces légumes, quel délice. Salam alaikum. Avez-vous de la pastèque, tiens? Et le lait sibour à la soples. Oui, j'en ai, c'est bonne. D'accord. De quelle région vient-elle? Elle est à nous de Baba Yurt. À combien c'est le kilo? 30 roubles. 30? Laissez-le-moi à 25. À 25, c'est moi qui les achète. Laisse-moi au moins gagner 5 roubles par kilo. D'accord, pas de discussion. Je prends la plus savoureuse. Elles sont bonnes. Nous en achetons peu et les choisissons nous-mêmes. Celle que tu préfères, tu la prends. Eh bien, ceci. On va avec celui-ci, oui. Allez, je t'aide, c'est normal, non? Oui. Bien sûr, tu peux. Oui, bien, très bien. Et toi, comment ça va? Ça va bien. Et toi? 240, oui. Ici, 500. Merci beaucoup. Merci beaucoup et oui, merci beaucoup. Au revoir, au revoir. D'accord, maintenant, je peux explorer les montagnes avec des provisions. Au fait, regardez le sac de BMW. Ici, vous le verrez partout.
revoir. Au revoir. Après avoir conduit un moment depuis le nord de Makhatchkala vers les montagnes, je viens d'arriver à Gyumri. Une ville très importante pour l'idiosyncrasie du Daghestan et en général de ses terres caucasiennes, principalement de la montagne. C'est ici qu'est né l'imam Shamil, leader spirituel, social et militaire des tribus et des peuples du Caucase. À l'entrée de Gyumri, nous avons une plaque et ce monument, une sorte de mémorial. Ou lire, Agassi Magomed, Gamza Shamil, l'imam Shamil, qui a illuminé le Caucase de sa baraka auprès de ses fidèles et courageux mourides, gloire éternelle et mémoire éternelle à tous. L'imam Shamil fut une figure fondamentale dans la lutte contre les Russes lors des guerres du Caucase au XIXe siècle, principalement parce qu'il a uni toutes ces tribus. A-t-il réussi à unir la plupart des clans de ces terres pour lutter contre les Russes, ce qui semblait très difficile? Ici, vous pouvez voir les différentes ces populations qui, j'imagine, se sont unies et se sont soulevées contre les Russes, et ici, on s'en souvient, dans le village où est né l'imam Shamil. Vous avez Gyumri, Ashta, Videno, Dargo, Gergebil, Salta, Chog, Gounier. Je ne sais pas si je les ai bien prononcés, je crois que la moitié non. Jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, les populations montagnardes du Daghestan ont migré vers les vallées pour trouver plus d'espace et de terres non fertiles. Leur vie s'était déroulée exclusivement au sein de ces chaînes de montagnes. C'est ainsi que les différentes ethnies ont survécu, formant des clans qui, à leur tour, se divisaient en villages ou aouls, avec une économie basée sur l'élevage de moutons, de vaches et de chèvres, l'agriculture de subsistance, le commerce des peaux et la fabrication d'objets en métal, entre autres. La société reposait sur les communautés libres, ou Yahamat, des fédérations tribales autonomes. Décision prise par consensus ou via un conseil d'anciens. Reposant sur le droit coutumier ou ADAT, un ensemble de règles et traditions rendues obligatoires par leur usage répété. Et plus tard complété par la charia ou loi islamique, avec l'implantation de l'islam au XVIIe et XVIIIe siècle, avant l'époque des grands imams, parmi lesquels se distinguent Mansour et Shamil, la résistance à l'expansionnisme d'empires comme la Perse, les Mongols, l'Empire ottoman et plus tard l'Empire russe. Elle était dirigée par les chefs locaux et militaires des khanates régionaux. La situation a changé avec l'arrivée de l'islam soufi dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'imam Mansour, bien que plus associé à la Tchétchénie, a parcouru ces terres en prêchant le Ghazabat, dans lequel il encourageait les peuples ndissidounan à résister à l'Empire russe et à pratiquer un islam purifié, ce qui a marqué le début d'une résistance islamique organisée dans le Caucase. Ensuite, l'imam Shamil a repris le flambeau au XIXe siècle et combattu l'Empire russe plus de 25 ans, devenant une figure clé de l'histoire moderne de la région. C'est hallucinant le nombre de contrôles que vous verrez dans ces montagnes pour entrer dans les villages. Il y a des gardes de la Rose Garde, des militaires avec d'énormes armes, des fusils automatiques qui fouillent absolument tout dans la voiture. Je n'ai pas pu filmer, mais vous pouvez l'imaginer. Cela montre la sensibilité de la zone. Tous les quelques kilomètres, il y a des contrôles armés. Cela dit, le paysage que vous pouvez trouver ici est magnifique. En ce moment, je suis au milieu d'une gorge avec la rivière Sunak, si je ne me trompe pas. Sur la droite, c'est magnifique. En fait, toute cette région montagneuse du Daghestan est très connue pour ses paysages naturels magnifiques, parmi lesquels on trouve un canyon des milliers de sources, des cascades, des rivières. Après Gyumri, j'ai pris la route vers l'intérieur des montagnes, qui grandissaient en avançant vers un autre lieu important lié à l'imam. Shamil, le fort d'Ahulgo, aujourd'hui transformé en musée. Ce fort était situé à un point stratégique au sommet du canyon, où Shamil avait l'un de ses quartiers généraux. Ici, le guide m'a accueilli et, après avoir payé l'entrée, je lui ai demandé de m'expliquer les secrets du lieu. Oh, quelle beauté, magnifique canyon. Oh, magnifique. Et les créateurs, oui. Comment s'appellent-ils ? Ibrahimov, Ibrahim Ramazanovic. Très bien, je m'appelle Victor. Ah. Victor. Victor.
Victor. Adjulgant, mon russe est-il compréhensible? Oui, c'est compréhensible. Si je ne comprends pas, je vous le dirai. D'accord. Et Akulgo se traduit en russe par montagne inquiétante. En cas de danger, il se réfugiait ici. Ah, bien, je comprends. Les habitants de ce village d'Ashulta et de cette salle Shirkata venaient ici et attendaient jusqu'à ce que le danger arrive. C'est-à-dire, c'est comme Krepost. Oui. La bataille a eu lieu ici il y a 186 ans, à une époque où il n'y avait pas d'appareil volant. Celui qui était en hauteur était en parfaite sécurité par rapport à ceux qui étaient en bas. Toutes les balles de fusil ne les atteignaient pas. En 1839, le 4 juin ici, 400 montagnes ont été protégées. Abartesen. Et contre eux a combattu la 15 millième armée. 415 000, une supériorité de 40 fois pour chaque homme presque. 40 ennemis pour un 30 canons. 30. Et 1000 télégraphes blindés. Et le 4 juin, la bataille a commencé et ils s'en sont occupés. Поставили стринч па чек вокруг, поставили чек вокруг, озбадили, поставили спар. Поставились, тринти парчик вокруг, поставились, парчик вокруг, поставились, парчик вокруг. Поставились, парчик вокруг, поставились пар. Поставились пар. Поставились пар. Поставились. Поставились парчик вокруг, поставились. Поставились парчик вокруг. Поставились парчик вокруг. Поставились пар, поставились пар. Поставились пар. Поставили. Chekvakrog un jour, le 16 juillet. Le commandant tsariste fait un rapport. Aujourd'hui, nous avons perdu 870 hommes tués. Pourtant, le 22 août, cette tour a été prise. Eksarski, Soldati, Atuda, Nachali, Souda, Stekatsa, Osage-Donier, Gorsi, Éléphantassin, Sionia et Chiesa. Veux-tu venir à Justine? Récupère-le. Pourquoi? Ensuite, nous sommes entrés là nous-mêmes pour ne pas tomber en plein dedans, d'ici. En classe, nous nous sommes retrouvés à 17 personnes. 17 vivants sont restés là-bas. 13. 22. J'en utilise 1 million. As-tu la Tchétchénie? Oui, je l'ai entendu là-bas pour rassembler une nouvelle armée. Les autres sont partis d'ici, ils étaient 600 en tout. 600.
600 en séance plénière, ils l'ont pris. Ils ont été vendus comme esclaves dans différentes provinces de Russie. Personne n'est jamais revenu. On ne sait rien d'eux. Ils se sont dissous à travers toute la Russie. 600 habitants, c'est bien ça. Oui. Habitants et femmes, oui. Oui, comme ça. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Police, qui voit déjà? Voilà à quoi ressemblait ce dont il parlait sur le pont. Le combat des deux armées du tsar contre les montagnards. Maintenant, nous allons monter en haut de la tour. Je te fais jeter un coup d'œil à ça, regarde. Quelle vue depuis le sommet de la tour. Si vous êtes les plus intéressés à en savoir plus sur cette histoire et ces terres, je vous recommande de jeter un œil au livre de Léon Tolstoï, Hadj Mourad, je viens de commencer à le lire, je ne vais pas vous mentir, même si j'en avais déjà entendu parler auparavant et que j'avais lu quelques passages. Mais il y est raconté beaucoup de traditions et de coutumes qui existent ici, à travers la dispute qu'ont eut précisément l'imam Shamil et Hadj Mourad, un commandant montagnard lui aussi. Pendant ces guerres du Caucase, en fait, Tolstoï lui-même, si je ne me trompe pas, a lui-même participé aux guerres du Caucase. C'est pourquoi il a écrit ce petit conte qui a été publié après sa mort, car à ce moment-là, il avait déjà des problèmes avec les tsars et avec ses publications. Dans cette partie du musée, jetez un coup d'œil au tableau qui s'y trouve. Comment est représentée la guerre acharnée qui a eu lieu sur ces terres, les soldats du tsar contre les Avars, les montagnards. Regardez une curiosité, ici nous avons un portrait de Poutine à cheval avec une inscription. En voyant comment ils défendent dans leur terre et la Russie, je suis encore plus tombé amoureux du Daghestan et des Dagestanais. Ici, vous pouvez voir différents généraux et capitaines de l'empire tsariste. Tous ont participé, ou presque tous, à la prise d'Ajulgo, de ce village où je me trouve actuellement. Ici, vous avez les drapeaux utilisés par les Gorchefs, comme on appelle les montagnards, et ici ceux de l'armée du tsar. Plus précisément ceux des régiments du Caucase dans lesquels Léon Tolstoï a servi, dans l'un d'eux. Tolstoï commence ce livre, celui de Hadji Mourad, en faisant une sorte de métaphore sur les peuples caucasiens, et il utilise les fleurs. Le narrateur raconte qu'il s'arrête sur son chemin pour cueillir des fleurs dans le champ, et après avoir déjà ramassé un joli bouquet, il remarque une fleur, la fleur de chardon, et il veut la cueillir. En essayant de la cueillir, il met plus de 10 minutes, comme si la fleur résistait à sortir de la terre. Elle ne tenait jamais jusqu'au bout, elle résistait. Et une fois qu'il l'a enfin sortie, elle avait perdu toute sa beauté, comme si elle était morte, c'est-à-dire qu'elle ne servait plus pour le bouquet. Musique. Salam alaikum. Musique. Musique, musique. Tchaïkov fait musique. Chai holder. Musique. Ouh. Espagne. Ici, l'accent vient d'Azerbaïdjan. L'accent est chez moi. Je ne parle pas bien le russe. Je ne sais pas non plus. Très. Non, non, non. Tu parles très bien. Oui, oui, merci beaucoup. Ceci est le fromage de la vache, oui. De vache? Le fromage de la vache. Oui, fromage de la vache, bien. Oui. Le fromage de la vache est très bon. Merci. Pour Vous, Pour vous. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, mon amour. la vache va très bien, oui, la vache va très bien. C'est une vache, oui, c'en est une, oui. et maintenant, c'est le premier jour à la montagne. Oui, c'est une très belle journée. Ce ne sont pas des montagnes, mais des pré-montagnes. Près de Gorée, Les montagnes sont encore plus hautes.
J'ai compris, les avares, c'est tout. Tous ces territoires, ces terres, les terres avares. Oui, oui, craque la lettre Eda. Au Daghestan, le 18 mai, il y a eu de l'avarice. La grande nation du Daghestan, c'est l'avarice. Combien de millions? 1,5 million de personnes ont connu l'avarice. Près de 3 millions de personnes ont vécu au Daghestan. Y aura-t-il des combats, les nations? Le nationalisme, n'est-ce pas? Oui, le nationalisme, je parle d'avidité et de fardeau, par exemple. Au Daghestan, l'avidité existe, ouais. C'est juste que nous, on n'aime pas les bonbons gélifiés, n'est-ce pas? On ne les aime pas? Oui. Et alors? Comment ça a commencé qu'ils ne s'aimaient pas? Pourquoi? Ça a duré des années? Oui. Depuis longtemps, ils ont une maladie, une peur. Bien, moi et Victor. Et ensuite, tu veux aussi aller en Europe? Oui, s'il vous plaît, venez. Où allons-nous si nous n'allons pas à Apoka? Oui, je ne veux pas. Prava'ao, il va peut-être se passer quelque chose de bien. Hispanie. Oui. Le carnaval est une fête et au Brésil aussi. Et au Brésil aussi. Oui. Rien, on verra quand ça s'appliquera. Donc oui, j'ai beaucoup parlé. Je le comprends. Vous avez vu cette vie? Oui, vous l'avez vue. Oui. Je lui ai pris, oui. Tu as tout pris? Oui, le nôtre. C'est de la limonade? Oui, c'est de la limonade. Très bien. C'est notre eau, l'eau des montagnes. C'est la limonade de montagne la plus délicieuse. Limonade des montagnes de Pera. Qu'est-ce que la ligne? 48? 48 millions parlent espagnol. 500 millions dans le monde. 500 millions dans le monde, en espagnol au Brésil, en Argentine. Mexique. Comment parlent-ils? Le comprennent-ils? Comment est leur langue? Non, la langue. Plus ou moins. Plus ou moins, avec l'accent, avec l'accent, avec l'accent, avec l'accent. Comment est sa langue? Comment est sa langue? Comment est sa langue? Comment est la langue? Comment est-il? Comment est sa langue? Comment est la langue? Comment sa langue? Comment est sa langue? Toi? Arrivé le dernier Reims? Le dernier Reims. Oui, c'est la limite que dans... Tchétchénie. Et ensuite en Grèce? Aux deux frontières. Quel dommage, ils ne comprennent pas. Ils connaissent les lettres. Mal. Où sont-ils? Victor, Des... on n'ajoute rien. Maintenant, nous allons, puis nous parlerons avec lui. Où allons-nous? Nous allons. On va manger, merci. Je ne sais pas. En tout cas, mais merci, tu veux? Nous sommes ici, vos yeux sont rouges. Pourquoi vous sentez-vous ici? Honnêtement? Je suis vraiment honnête, sincèrement. Les autres sont... Ils sont confus. Ils sont confus avec les gens. Celui-ci, Qui manque-t-il ici? est-ce que ça t'arrive aussi? Un vrai accident. Bref, je disais, il n'y avait pas de noirs. Tu comprends? Tu vois? Ils ont été mélangés. Bref, en Géorgie, En Géorgie, là-bas, il ne manque que ça ici. Compris? Si tu peux beaucoup parler... Oui, merci beaucoup. De rien. Eh bien, ici, en train de parler avec les personnes âgées des montagnes d'Aguestaniès, ils vont m'inviter à manger. Je crois que ce n'était pas prévu, mais c'est le bienvenu. Merci. C'est ma résidence. Ah, tu es de la Neuve. Oui, je suis la Neuve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour que l'abdomen ne soit pas complet, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi ça?
Laisse-moi une seconde, d'accord? Je reviens. Maintenant, j'ai quelque chose. Je vais aller chercher la pastèque. C'est la moindre des choses, puisqu'il m'invite à discuter et que c'est un bon moment pour goûter la pastèque. Je n'allais sûrement pas la finir d'un coup. Alors voyons voir ce qu'elle vaut. La dame m'a dit qu'elle était bonne, j'ai dû bien choisir. Et là-haut, vous avez le portrait de l'imam Shamil. D'ailleurs, il paraît minuscule, mais on le devine. On va le voir, je ne sais pas. Non, 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 non. Salam alaikum. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est bon, ce n'est pas bon, non, non, non. Non, Ce n'est pas bien ici. oui. Waouh. C'est délicieux, c'est le kinkal, vous en avez? Ce n'est pas du kinkal. C'est le Kinkal. C'est le kinkal, ton qui? Kinkal. Tonki kinkal. Oui, c'est le grand Kinkal. Grand. Petit. Waouh. Oui. On l'exprime différemment, mais ça sert à la récréation. Merde, il est noir. Aujourd'hui, le propriétaire l'a fait lui-même. Le même pain. Le même pain, n'est-ce pas? Tout va bien, merci. Que fais-tu? Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Certains s'effraient mieux ainsi. Et ce sont les pommes de terre, oui. Pommes de terre avec le fromage, ça c'est du bœuf. La viande de bœuf, oui, bien. D'accord. Voici le poulet, tu es triste? Oui, ça me plaît. Le poulet me plaît, et l'oignon, oui, c'est épicé. C'est très épicé, j'aime bien. Je peux? Oui. Oui. Je pensais que c'était votre plat national, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour les gens, dans le cas de la ville, toute la recette est épicée. Mais maintenant, la majorité s'est réunie. Ah, Je comprends ce qu'il y avait avant, par exemple. La plupart sont jeunes maintenant. ils ne veulent pas. Ils font des pommes de terre, ils font les pommes de terre. Ah, je comprends. Oui, très délicieux, très délicieux. Je dois dire merci. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hmm. Espagne. Oh. C'est une vache noire, tu aimes la vache noire? Quelle est la différence? Certains pensent que la vache noire est plus savoureuse. Ils pensent comme ça. Je ne sais pas, moi j'aimais les blanches, les noires, c'est pareil. Les vaches sont peu nombreuses. Voilà pourquoi ils disent qu'aux langues qu'elles sont plus savoureuses, et c'est vrai. Oui, ça m'intéresse de savoir depuis combien de temps vous travaillez en cuisine, oui, la cuisine, tout ce que nous voyons ici. Eh bien, au maximum. Si c'est comme ça, le temps passe. 40-45 minutes sont consacrées à la viande et le reste se fait en 15. 20-30 minutes. Oui, oui. Oui, ça se fait rapidement. Le pain est prêt, oui. Prêt. Et sans ça aussi, c'est prêt. Oui. Je commence quand ils disent « Ok, on leur laisse du temps ». Combien de temps cela peut-il durer? Combien de temps en 10-15 minutes ont-ils fait le jungle? Waouh! Et comment la vie a-t-elle changé depuis ton adolescence? As-tu toujours vécu dans les montagnes? Oui, il y a eu des changements. Ou qu'est-ce qui est important qui a changé? Eh bien, comme à l'époque soviétique. Moi, de la Bolivar, ils m'ont mis des autocollants officiels. Merci. À cette époque, les gens étaient très gentils. Et il s'est renversé. Un autre but? Ça me tue. Par exemple, pour toi, s'il y a un but ou un moment, tu as la possibilité de quitter le village. Il y a 000 personnes. S'il y a 2000, 3 millions de jours, s'il y a 1000 jours, c'est comme ça. C'était avant. Maintenant, il y a moins d'individualité. Oui, ils sont devenus des personnes plus... La politique a changé, l'économie a changé, le système étatique a changé. Parce que nos agriculteurs l'ont été, oui. Qu'est-ce qui se passe? Buronian, les communes ne pouvaient pas couvrir et bénissaient totalement. Et c'est ça, merci. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de jardin, il y a des jardins, il n'y a pas de jardin, il y a des jardins. Tu n'as rien mangé, mon ami?
Merci. C'est très délicieux, n'est-ce pas? Je mets ici en haut, là au milieu. Bien. J'y vais alors. Pour toi, le churro ne sera pas facile à faire. Et maintenant, le moment de vérité. Goûtez l'arbus. La pastèque n'est pas très chaude, n'est-ce pas? D'où viens-tu? Espagnol? D'où viens-tu, de Madrid? Que fais-tu? Tu viens manger? On va manger. Je veux manger, j'ai acheté. Je veux que tu manges maintenant, oui. Oui, tout moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Où peux-tu aller? La première fois, moi... La première fois. La première fois, Victor Chamil, enchanté. Chamil, tel qu'il est, Chamil. Comment es-tu arrivé ici? Comment t'es-tu retrouvé ici? Comment t'es-tu retrouvé? Oui, il s'est marié et il est stressé. On va voir. Oui. Oui, je paye 30 roubles le kilo. Croustillant. Si c'est croustillant, oui. Ça doit être chaud. Eh bien, je veux que ce soit rouge. Mais il me semble qu'ils l'ont beaucoup amélioré. Oui, bien. Ça doit être valable? Peut-être rouge, peut-être que c'est rouge, tu le crois toi-même? C'est oui. Oui. Ça doit être plus fin ou pas? Rouge, quand il y a beaucoup de rouge, on fait comme ça. Ah, d'accord. Normal, si c'est au réfrigérateur, alors excellent. Oui, sur 10 points, combien? 6, 20, 10. Le meilleur, c'est 1. Le pire, c'est 6. Pour avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, profitez-en. Moi. Je vais... Merci beaucoup à tous. Carnaval Brésil. Merci beaucoup. Au revoir. Oh là là. Vous avez déjà vu l'hospitalité dans d'autres vidéos. Ici au Daghestan, l'hospitalité montagnarde du Caucase ne manque jamais. Un chemin de retour m'attend, à travers les montagnes du Daghestan et de la Tchétchénie. Je dois me dépêcher car la nuit tombe et je ne veux pas être surpris sur ces routes. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a suscité votre intérêt et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ces cultures. Je devrais revenir ici, car c'est immense. Il y a beaucoup à montrer, mais pour l'instant, comme je le dis toujours, on se retrouve à la prochaine. Ciao.